Nous ouvrons notre année universitaire ce soir dans la solennité habituelle de notre conférence d'ouverture. Pour rappel, l'Institut universitaire Rachy est dévolu aux enseignements universitaires, aux enseignements des humanités bibliques et juives, mais en dialogue, concertation, échange, éventuellement confrontation, avec les grandes traditions monothéistes, christianisme et islam en premier lieu, avec les cultures du monde de façon plus expansive sur l'axe des sagesses de vie que chacune recèle et explore à sa façon régionale dans l'unité de l'espèce humaine. Nos enseignements, conférences, colloques, expositions, concerts, lectures, les émissions de radio animées par Géraldine sur Thème Radio en témoignent au fil de l'année et au fil de ces années. Dans les tourments de l'heure, sur le limège est de l'Europe, dans les tempêtes et les cyclones guerriers qui se lèvent sur les lignes de fracture entre démocratie claudicante et État totalitaire et autocratique se rassemblant dans leur constellation tropique, et puis tous leurs affidés et proxys terroristes, dans les délitements internes des démocraties elles-mêmes qui voient leurs citoyens se retirer sur l'aventin de l'abstention, ou dans les démontages des paramétrages des Lumières par les idéologies totalitaires du wokisme ou de l'intersectionnisme, tenir bon sur le travail de recherche, de réflexion, de culture, avec ses débats sensés et sa raison arc-boutée, ses manières de tenir le cap de ce que Freud pointait comme axe civilisateur de Kulturarbeit, de travail de culture, l'élévation dans la vie de l'esprit. C'est à quoi toute l'équipe de l'Institut Rachy, en lien avec tous ses amis extérieurs, s'emploie. C'est dans cette même perspective que nous avons conçu d'ouvrir cette année universitaire avec comme thème les accords d'Abraham et que nous avons invité notre ami Denis Charbit à venir nous en entretenir ce jour. Avant de lui laisser la parole, je voudrais souligner, peut-être, sans doute y reviendra-t-il aussi, à ce qu'il y a de poids dans ce syntagme, accord d'Abraham. Déjà, accord, ce n'est pas rien. Ce n'est pas pacte, alliance, traité, contrat, protocole, convention, comme dans, par exemple, pacte de Varsovie ou alliance atlantique ou traité de Versailles ou convention de Genève ou protocole de Minsk, qui est en fait plutôt un traité, ou alors le contrat de mariage. Il y a dans l'accord la signification d'une réconciliation de ad, à, et cor, cordis, le cœur. Dès le IIe siècle de l'ère commune, le dictionnaire historique de la langue française nous apprend qu'il signifie faire la paix avec quelqu'un, qui se déclinera au fil des siècles en arborescence vers les significations d'emploi d'une conformité des sentiments et des expressions, vers la conciliation, l'harmonie entre les choses, la reconnaissance d'une vérité en partage, le fait de jouer ensemble, comme dans un orchestre. Et ne disait-on pas autrefois accordaille pour dire fiançailles? Accord, c'est moins administrativement, politiquement, diplomatiquement précis que les autres mots évoqués. Mais c'est plus fort, par contre, plus englobant, chapeautant de tous les autres. On le rencontre quelquefois dans, par exemple, les accords d'Helsinki en 1975 sur la sécurité et la coopération en Europe, dans ceux que j'ai évoqués de Minsk, mais qui étaient plutôt, donc, comme j'ai dit, relevant d'un protocole en 91, les accords de Schengen en 85 sur la suppression graduelle des frontières. Bon, hélas, il a été aussi employé dans les accords de Munich en 1938, dans une duperie sans nom et une lâcheté sans borne. Ça, c'est quand la perversité et l'imbécilité dans ce tango et ruine un signifiant précieux.
Mais accord, ce syntagme, c'est aussi accord d'Abraham. Ce n'est pas un toponyme de circonstance, un petit drapeau sur une carte géographique, mais c'est une référence en majesté. C'est qu'Abraham, ce n'est pas rien, car ce n'est pas n'importe qui, ni pour les Juifs, ni pour les musulmans. C'est pour le judaïsme et par déclinaison pour les chrétiens, le premier des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, descendant de Sem, fils de Noé, par la lignée d'Héber. Selon la Haggadah, Abraham présentifie la compassion pour autrui. Isaac serait la présentification de la justice rigoureuse et Jacob, la justice tempérée par la miséricorde. Abraham, d'abord, sans H, c'est le Père est exalté. Et Abraham, avec un H, suite à la circoncision, c'est le Père d'une multitude. Je ne vais pas revenir maintenant sur l'épopée abrahamique, ses étapes, ses scansions, mais vous savez combien dans Béréchit, dans la Genèse, elles sont des vignettes symboligènes d'un poético-politique fondateur et fondamental d'une éthique politique irréfragable. Abraham, le fils lucide, est le nom porteur et véhicule du monothéisme, de la reconnaissance de l'unicité de Dieu par la raison. Abraham, le pâtre paisible, est l'incarnation de l'hospitalité et de l'amour pour autrui. Il est aussi conçu qu'il est l'instigateur de la première prière du matin dans la tradition juive. Pour les musulmans, Abraham, Ibrahim en arabe, est une des principales figures de prophète évoquées par le texte coranique et il apparaît dans 25 sourates du Coran. Mais il est plus qu'un grand prophète, il est le modèle le plus prégnant de la foi monothéiste originelle. Le Coran le nomme ami intime de Dieu. Abraham est le parfait prototype du croyant par ses choix et par ses actions. C'est l'anti-idolâtre en magnificence. Il occupe dans le dispositif doctrinal de l'islam une importance immense. Pour l'islam, Abraham est la figure prophétique la plus considérable de l'histoire précédant Mahomet, bien avant Moïse et bien avant Jésus. Il est celui auquel l'islam se rapporte directement. De plus savants que moi pourront peut-être dans les locaux de l'Institut ici, insister sur la force de ce qu'il représente pour l'islam dans toutes ses évocations, mais aussi à l'intérieur même du pattern dynamique de l'islam. Nous pouvons néanmoins avoir l'intuition qu'il s'écrit là dans Accord d'Abraham, peut-être en frontispice, un récit géopolitique qui reste aux hommes de la région à écrire au fil des années à venir, et quelque chose de bien plus que simplement les retrouvailles de demi-frères arabes et hébreux, enfants d'Ismaël et d'Isaac, fils d'Agar et de Sarah et fils d'Abraham en filiation commune. Sommes-nous alors dans un seul imaginaire d'à propos, ou bien dans un symbolique refondateur qui écrit en implicite qu'il y a encore quelque part une noblesse du patriarcat, lexémonie à toutes les sauces de la jactance de notre temps, dans lequel, stupidement, c'est-à-dire sociologiquement, les mots se rapprochent de plus en plus en synonymes, où on confond avec le patriciat romain. Tout à l'heure, dans le train, en arrivant, je lisais un article du Point. Il était intitulé « Xi Jinping, Poutine et Erdogan, le réveil des patriarches ». Waouh! Quelle confusion! Quelle confusion entre le patriarche et le père de la horde primitive que représentent ces individus. Ce qu'il va nous falloir peser et scruter, c'est s'il s'agit à l'épreuve des faits et de ses effets, si ce syntagme est une illumination de vérité
ou une illusion fabriquée dans une de ces officines de la domestication que sont les cabinets de communicants et leurs éléments de langage. Depuis Kant, et au-delà de lui, nous avons, avec le 19e siècle et encore davantage le 20e, appris qu'il y a deux raisons. La raison instrumentale, calculatrice, utilitariste, et la raison symboligène, humanisante, subjectivante. La première ne manque jamais de s'acoquiner avec Thanatos. La seconde est la pierre d'assise, le rocher de fondation de l'Éros. Qu'en est-il de ces deux-là dans la trame de notre Sainte-Anne, accord d'Abraham, et dans ce qui se trame avec lui? C'est ce que nous allons explorer avec Denis Charbit. Denis, qui nous fait le bonheur d'un aller-retour que seul un jeune homme peut encore endosser depuis Israël. Denis Charbit est professeur de sciences politiques à la faculté des sciences humaines de l'Open University de Tel Aviv. Ses champs de recherche sont variés tout en étant corrélés. Au cœur de ses réflexions, l'histoire des idées et l'histoire politique d'Israël, mais encore l'étude de la société et de la littérature israélienne, ainsi que l'histoire intellectuelle de la France au XXe siècle. Il a publié de très nombreux ouvrages, à commencer par une anthologie des textes fondateurs et fondamentaux du sionisme, mis au pluriel, sionisme. Chez Albin Michel, en 1998, c'est un ouvrage indispensable à toute bibliothèque de l'honnête homme. Mais encore, qu'est-ce que le sionisme en 2007? Chez Albin Michel aussi, les intellectuels français, Israël, aux éditions de l'Éclat en 2009, Israël et ses paradoxes, au Cavalier Bleu, en 2015. Retour à Alpnoland, la traversée des utopies sionistes en 2018. Il avait aussi dirigé autre-temps un numéro de la revue Europe sur les écrivains israéliens. Il a publié depuis quelques articles importants, dont un dans un ouvrage que j'ai dirigé et conçu, qui s'appelle Le cri de l'autorité de la vérité, où il nous a parlé de l'armée israélienne. Il a publié un autre article récemment sur les préfaces de Camus à des livres politiques dans la revue des présences de Camus. Et puis, dans les archives juives, un article sur ce triste individu qui était Alfred Fabrelius. J'ai aussi le plaisir, au passage, de saluer le fait, comme Géraldine d'ailleurs, qu'il contribue aux formations académiques en France à la connaissance du monde juif qui tourne pour les enseignants à travers les académies françaises, les académies de l'éducation nationale. Vous aurez l'occasion d'entendre une apparemment très belle interview, j'en ai eu que les échos, mais déjà je suis moi-même en appétit. Le mardi 9 novembre, diffusé à 14h sur Thème Radio, et puis qui sera repris, je crois, le même jour sur la chaîne YouTube de l'Institut à partir de 17h. Pour l'instant, c'est en direct et en chair et en os que vous allez entendre Denis sur notre sujet de ce soir. À toi. Merci. Merci Gérard, merci pour cette belle introduction, toujours magnifiquement écrite, avec ce souffle qui t'anime et qui scelle notre amitié, non seulement personnelle, mais je dirais intellectuelle. Et c'est vrai que ces voyages comme ça éclairent. Je ne crois pas que je l'ai fait à d'autres qu'à toi, voilà, depuis les années qui nous unissent à travers ces formations et à travers cette fois-ci l'Institut Rachi. Et je suis doublement heureux, non seulement d'être à tes côtés, mais de l'être aussi aux côtés de Géraldine Roux, dont j'ai fait la connaissance. On s'est déjà rencontrés comme ça, rapidement, évasivement, mais là, on a eu le temps, comme je suis venu assez tôt ce matin, on a eu le temps donc, de faire cet entretien à la radio autour de ces trois articles, sur Tzahal, sur Camus et sur Alfred Fabrelius. Et ça a été un enchantement. Et je n'ai ensuite découvert grâce à elle et la cuisine locale de Troyes, mais surtout voilà, la vie de cet institut, ses ambitions, son importance. Et voilà, et j'ai profité de la fin de la journée pour me
pour me promener, pour me balader dans cette délicieuse ville de Troyes, avec voilà, son architecture si particulière. Et je dirais, ce qui m'est apparu, je lui ai témoigné, la sérénité. Voilà, j'ai trouvé que c'était une ville sereine où voilà, on parle souvent de ce vivre ensemble qu'on recherche. Et il m'a semblé que voilà, là, il était encore présent. Et voilà, je me suis promis d'y revenir avec mes enfants. En tout cas, c'était une très, très belle journée. Et je dirais, par rapport justement à ce rythme un peu effréné, ça a été comme ça une très, très belle pause comme ça que j'ai vécue aujourd'hui. Et ça me paraît tout à fait, voilà, une belle introduction pour une analyse, alors à la fois politique, mais également culturelle, à la fois sémantique. On va s'attacher aussi aux mots qui ont été employés voilà, pour définir ce que sont ces accords d'Abraham. Je vais bien sûr exposer à la fois ceux qui en sont enthousiastes, ceux qui regardent ça avec beaucoup plus, je dirais, de circonscription. Je ne tairai pas non plus ceux qui se montrent plus critiques. C'est mon devoir voilà, de donner une présentation, comment dirais-je, de tous les aspects, mais effectivement avec voilà, cette interrogation que nous avons placée dans le titre. Hein, est-ce que nous avons affaire voilà, à une sorte d'attaque publicitaire, un effet d'annonce, comme on dit, ou un élément de langage, ou bien il y a quand même là quelque chose de plus profond, dont on ne sait pas encore s'il va donner, quel fruit il va donner, et si surtout ça va s'inscrire dans la durée, mais en tout cas, quelle nouvelle perspective ça ouvre dans les relations entre Israël et ces pays-là, mais également entre les peuples, les cultures, les confessions et ce Moyen-Orient qui n'est pas seulement compliqué, mais à bien des égards tragique, avec voilà, ces premiers éclats prometteurs, en tout cas, sinon lumineux. Voilà, c'est un petit peu de tout cela. Donc, on va naviguer entre une analyse diplomatique, géopolitique, voire comme historique, parce que ces accords-là s'inscrivent effectivement non seulement dans un contexte immédiat, mais également dans une histoire, l'histoire du conflit israélo-arabe et des tentatives. Hein, il succède à des tentatives parfois réussies, parfois non, d'établir des accords de paix, des conventions, mais également voilà, des accords, même si effectivement c'est la première fois que, comme tu l'as bien senti et bien signalé, c'est la première fois qu'on ne donne pas à un accord la référence au lieu où ils ont été signés, hein, voire accord de Camp David, voire accord d'Oslo. Là, on aurait pu dire, voilà, c'est accord de Jérusalem ou de Abu Dhabi, etc. Ben non, on a décidé de lui donner. Je crois que c'est significatif et bien sûr que je reviendrai aussi longuement là-dessus. Donc voilà un petit peu ce que je me propose de faire dans cet exposé. Voilà, tout en, bien sûr, réservant un temps pour vos questions que mon intervention aura sans doute suscité, voire des questions que vous posez et pour lesquelles vous avez décidé de venir, ou bien, si vous êtes chez vous, décidé de vous brancher pour voilà, assister à la conférence en temps réel. Voilà. Alors, d'abord, rétablissons un petit peu, voilà, soyons très pédagogiques, comme j'aime bien l'être quand il s'agit de présenter un sujet dont on a un petit peu parlé, puis ça, après tout, ça remonte déjà à 2 ans, donc l'actualité a été balayée par tant d'autres choses qu'on a voilà, un peu tendance à oublier. Et puis, c'est vrai qu'en France, hein, pour être avoir regardé un petit peu la couverture médiatique à ce moment-là, c'est vrai que ça a été plutôt réservé, plutôt distant, on n'en a pas fait on n'a pas beaucoup glosé sur cet accord, quitte à être critique. Hein. Voilà, on a passé ça un petit peu sous silence, pour des raisons que voilà, j'expliquerai tout à l'heure. Donc voilà, on va commencer par dire d'abord, quand on parle des accords d'Abraham, de quoi parlons-nous? Car effectivement, il ne s'agit pas, vous allez voir que c'est assez complexe. D'abord, ça ne concerne pas un seul pays, mais plusieurs pays. Encore qu'on va voir également hein, que la référence parfois est utilisée, parfois elle ne l'est pas. Alors, d'abord, commençons par le commencement. De quoi parlons-nous et à quel moment de l'histoire? Alors, nous parlons d'accords qui ont été signés. La première, je dirais, cérémonie, hein, est celle qui a lieu le 15 septembre 2020,
Ça a lieu à la Maison-Blanche, un peu comme d'ailleurs, je dirais, la déclaration de principe qu'on appelle communément les accords d'Oslo, mais bien sûr, cette fois-ci, avec des acteurs totalement différents, puisque les États-Unis sont représentés à l'époque par Donald Trump, l'État d'Israël par Benjamin Netanyahou, les Émirats arabes unis par et le représentant du Bahreïn sont tous les deux les ministres des Affaires étrangères, Ben Zayed et Al Zayani, et ils viennent donc signer ces Abraham Accord Declaration, déclaration des accords d'Abraham. Alors, ça consiste en quoi? C'est un texte qu'on va voir tout à l'heure. On va faire une petite étude de texte pour voir justement quelles sont les références au-delà du titre, parce que si ce n'était exclusivement publicitaire, on serait contenté du titre et puis le contenu n'y aurait pas fait référence. Or, le contenu de l'accord y fait référence. Bien sûr, ce n'est pas la seule, ça ne parle pas que d'Abraham, mais il y est évoqué. J'ajouterais également que, en fait, lors de cette signature, il y a eu donc cette déclaration des accords d'Abraham, et puis il y a eu 3 accords qui ont été signés au même moment, lors de la même cérémonie, un accord de paix, un peace, je vous donne les termes en anglais, puisque c'est la langue de référence. D'ailleurs, dans tous les textes, c'est expliqué que la langue de référence, que c'était signé en hébreu, en arabe et en anglais, la langue anglaise reste la langue de référence pour toute discussion, tout litige autour d'une des clauses de cet accord. Voilà. Donc, Peace Agreement, Treaty of Peace, Diplomatic and Full Relations, c'est-à-dire traité de paix, on emploie également la notion de traité de paix, et le rétablissement des relations diplomatiques complètes. Ça, c'est un autre texte uniquement avec les Émirats arabes unis. Le même jour, une autre déclaration de paix, de coopération et de relations amicales. Vous voyez, les titres peuvent changer, et là, cette fois-ci, c'est avec le Bahreïn. Et enfin, un communiqué, là aussi, entre Israël et le Bahreïn, un communiqué joint sur l'établissement des relations diplomatiques. Donc, vous voyez, il y a plusieurs textes qui sont qui sont signés le même jour lors de cette cérémonie. Ces accords-là, cette cérémonie-là, et les premiers textes qui ont été signés ont donné lieu par la suite à des accords de normalisation, 4 accords de normalisation avec les Émirats arabes unis, c'était le 20 octobre, et 7 accords de normalisation, alors sur des sujets particuliers, l'aviation, le transport, la santé, voilà, des accords qui précisent un petit peu de quoi sont faits ces nouveaux rapports, et donc 7 accords de normalisation avec le Bahreïn. Je continue dans la chronologie. Pour l'instant, je suis très chronologique, mais voilà, c'est pour qu'on sache exactement de quoi nous parlons, puisque les accords d'Abraham ne se limitent pas uniquement à l'accord avec les Émirats arabes unis et avec le Bahreïn, mais incluent également 2 autres pays. Le troisième, donc, c'est cette fois-ci le 23 octobre, c'est l'annonce d'accord avec le Soudan, normalisation et fin de la belligérance. Je traduis en français le titre de l'accord, mais je dirais 2 choses à cet égard à propos du Soudan, et on verra tout à l'heure, encore une fois, on travaillera un peu sur le texte. La première chose, c'est que depuis cette déclaration du 23 octobre, il ne s'est rien passé. Rien n'a été signé depuis, donc la normalisation, je dirais, elle reste encore explicite, ouverte, mais elle n'a pas abouti par la suite à des accords de normalisation comme les 4 ou les 7 que j'ai cités précédemment. Puis j'ajouterai également autre chose. Dans cette formulation, donc cette annonce d'accord avec le Soudan pour la normalisation et la fin de la belligérance entre les 2 pays, la mention des accords d'Abraham ne figure pas. En revanche, c'est Donald Trump qui, le jour même, publie un communiqué qui figure dans le site web de la présidence à la mention accord d'Abraham, dans lequel ce texte est également intégré. Donc, d'une certaine manière, c'est comment dirais-je, Trump qui élargit en quelque sorte la portée des accords d'Abraham, même si textuellement parlant, bien sûr, ça s'inscrit dans la foulée, mais textuellement parlant, la notion d'accord d'Abraham n'apparaît pas dans ce communiqué avec le Soudan, qui, de surcroît, n'a pas eu d'autres effets particuliers. Et puis, le dernier texte
qu'il faut ici citer, c'est bien entendu l'établissement des relations diplomatiques entre l'État d'Israël et le Royaume du Maroc, avec là aussi la présence des États-Unis comme signataires. Et là également, il n'y a pas, dans le texte proprement dit, il n'y a pas de référence aux accords d'Abraham. Et c'est une fois de plus Donald Trump, la présidence des États-Unis, qui, dans le même volet consacré aux accords d'Abraham, intègre la référence à cet accord, donc signé le 22 décembre. Alors voilà pour situer chronologiquement, on parle donc d'accords, certains ont donné à des développements ultérieurs, d'autres non. Deux d'entre eux, Soudan et Maroc, n'intègrent pas la notion d'accord d'Abraham, mais sont quand même inscrits, et ça n'a pas d'ailleurs été démenti ni par le Soudan ni par le Maroc. Voilà donc ce qui, à ce jour, constituent les accords d'Abraham, que la mention y figure ou qu'elle n'y figure pas. Bien entendu, on s'est depuis lors posé la question de l'élargissement de ces accords à d'autres pays, et il est vrai que même si on savait qu'on n'allait pas avoir un accord d'Abraham supplémentaire, numéro 5, il est vrai que lors de la visite de Joe Biden au mois de juin dernier, donc là on est déjà en juin 2022, en Israël d'abord, puis ensuite en Arabie Saoudite, c'est vrai qu'on attendait, on s'attendait, on souhaitait que les Saoudiens fassent une déclaration un peu plus claire et un peu plus manifeste autour d'une normalisation des relations avec Israël. Ce n'est pas venu. Ce qui a été confirmé, c'est effectivement que l'aviation israélienne, et là, la compagnie israélienne peut survoler l'Arabie Saoudite pour se rendre en Inde. Donc, c'est vrai que ça écourte le voyage. C'est une destination très prisée par les jeunes Israéliens lorsqu'ils terminent leur service militaire et vont en quelque sorte se purifier la tête en allant en Inde. Mais voilà, je dirais, c'est en quelque sorte le gros morceau, si je puis dire, c'est effectivement qu'est-ce qu'il adviendra, qu'est-ce qui se passera. Pour expliquer sans doute pourquoi ça n'a pas eu lieu, c'est d'abord que l'Arabie Saoudite tenait un petit peu à manifester sa réprobation de l'attitude très dure qu'a eu Joe Biden lorsqu'il a été élu, en disant qu'il allait reconsidérer les relations avec l'Arabie Saoudite concernant le respect ou le non-respect par l'Arabie Saoudite des droits humains ou des droits de l'homme. Et comme le contexte de cette visite, c'était la demande explicite que l'Arabie Saoudite produise plus de pétrole et fournisse plus compte tenu de la crise ukrainienne, etc. Voilà, je dirais que la conjoncture a en quelque sorte mis un petit peu de côté les attentes israéliennes en matière de normalisation passant à une étape supérieure avec l'Arabie Saoudite. Voilà donc, longue introduction, mais pour préciser le cadre chronologique pour que vous sachiez de quoi nous parlons. Je voudrais, dans un deuxième temps maintenant, faire un petit peu, rapidement bien sûr, rassurez-vous, l'historique des traités de paix, puisque finalement ce dont nous parlons, c'est de ce conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, et qui, contrairement à ce que l'on croit, même s'il existe encore, même s'il n'est pas, je dirais, un chapitre derrière nous, il n'empêche que la situation n'est pas de tout ou rien, c'est pas où c'est la guerre, où c'est la paix, il y a des situations intermédiaires. Je donnerai quelques exemples. Voilà, prenons certainement celui qui n'a pas énormément bougé. Et encore, c'est par exemple avec la Syrie et avec le Liban. En 1949, ces deux pays participent à la guerre d'indépendance et signent avec Israël des accords de cessez-le-feu en 1949. Il y a eu un accord avorté en 1983 à l'issue de la première guerre du Liban. L'accord est définitivement enterré depuis, avec l'élection de Amin Gemayel, président du Liban à cette époque, soutenu, pour ne pas dire otage, des Syriens. La première chose qu'a fait Amin Gemayel, c'est de dénoncer cet accord qu'il avait signé quelques mois auparavant. Et on pourrait citer, pour rester dans une actualité très immédiate, cet accord portant sur la délimitation des frontières maritimes entre les eaux territoriales israéliennes et celles du Liban, et ceci parce qu'on a découvert
enfin les Libanais ont découvert un champ gazier et que comme il y avait un litige territorial, il fallait arriver à un accord. Et je dirais que là, pour le coup, la crise du Liban depuis plus d'un an, si ce n'est depuis plusieurs décennies, a conduit le Libanais à finalement signer un accord avec Israël. Alors là, pour le coup, pas de négociation directe, c'est un émissaire américain qui rencontrait les Libanais d'abord, puis ensuite les Israéliens. Néanmoins, cette négociation qui a duré plus de 10 ans a abouti à un accord qui a été signé il y a quelques jours. Michel Aoun, président du Liban, il tenait absolument parce qu'il termine là maintenant son mandat. Yair Lapid, Premier ministre, et qui, dans la semaine prochaine, saura s'il est reconduit ou non, puisque nous avons des élections générales le mardi 1er novembre, lui aussi tenait pour affirmer, afficher sa stature d'homme politique, de chef d'État capable de signer un accord, surtout sur une négociation qui piétinait depuis près de 10 ans, et qui permet donc au Liban de développer son champ gazier, tout en, par Total d'ailleurs, parce que ce Total en est investi dans l'exploitation de ce champ gazier, avec royalties qui sera versé à Israël, en tout cas à hauteur de, je crois, 17%, me semble-t-il. Donc voilà pour ce qui est du Liban. En ce qui concerne la Syrie, là aussi, accord de cessez-le-feu en 1949, accord de cessez-le-feu en 1974 à l'issue de la guerre du Kippour, une tentative de négocier entre Ehud Barak, Ehud Barak et Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, mais qui n'aboutit pas. Les dialogues ont un peu repris, et puis bien entendu que depuis la guerre civile, elles ne sont plus à l'ordre du jour. Je dirais même au contraire pour Israël, c'est l'aubaine pour décider que finalement le plateau du Golan, on y reste pour des raisons stratégiques, pour des raisons politiques, et puis je dirais aussi parce qu'il n'y a pas de partenaire en face, et certainement pas celui-là actuellement, pour discuter d'un traité de paix entre la Syrie et Israël. Nous avons eu ensuite, en 1991, la conférence de Madrid, à l'issue de la première guerre du Golfe. C'était un peu l'engagement américain pour que tous les pays participent, la Syrie, l'Arabie Saoudite. C'était de dire, une fois qu'on aura réglé le problème du Koweït, nous prendrons en charge le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien, et ça a donné lieu donc quelques mois après la fin de la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, c'était janvier-mars 91. Et bien en novembre 91, vous aviez la conférence de Madrid, première réunion avec Yitzhak Shamir, Premier ministre, et un ensemble, tous les pays arabes représentés, le Liban, la Syrie, avec leurs ministres des Affaires étrangères en général, y compris même une délégation jordano-palestinienne avec un représentant palestinien, et voilà, l'Égypte, voilà, tous les pays concernés. C'était la première. Ça n'a pas, la conférence de Madrid a terminé assez rapidement son mandat. Discussion avec Syrie, Liban n'ont rien donné. Ceci parce qu'à un moment, les Israéliens ont décidé, le gouvernement Rabin en l'occurrence, a décidé de donner la priorité à une autre manière de négocier, et c'était les fameux accords d'Oslo, la déclaration de principe, dont je rappelle parce que la notion d'accord d'Oslo est un petit peu abusive. Là, pour le coup, c'est vraiment pas un traité de paix, ni même un accord de normalisation. C'est on s'entend, et je dis pas ça pour expliquer l'échec, juste simplement parce qu'on a trop prêté aux accords d'Oslo, alors que leur contenu, si on lit le texte, on voit bien que c'est important, c'est significatif, mais ce n'est que le début, je dirais, de la réconciliation, puisque les accords d'Oslo, ce qu'on appelle les accords d'Oslo, encore une fois, qui est une expression abusive, elle ne figure sur aucun texte ne s'appelle les accords d'Oslo, il faut bien le dire. Il y a en fait deux textes fondamentaux. Le premier, c'est une lettre de reconnaissance mutuelle signée par Yasser Arafat et par Yitzhak Rabin. Yasser Arafat au nom de l'OLP, reconnaissant l'État d'Israël, et Yitzhak Rabin, au nom de l'État d'Israël, reconnaissant l'OLP comme le représentant exclusif du peuple palestinien. Ça, c'est le premier texte. Ces lettres-là restent encore en vigueur. Même Netanyahou ne les a jamais remises en cause. Et puis, on a un deuxième texte, et lui, il a fait, comment dirais-je, c'est lui qui a nourri un peu plus, je dirais, et des textes qui ont suivi. C'est que, et vous allez voir donc en quel sens ces accords d'Oslo n'étaient
en aucun cas un traité de paix, puisque ce qu'on appelle donc plus précisément dans son vocabulaire diplomatique la déclaration de principe, Declaration of Principles. Et qu'est-ce que dit cette déclaration de principe? Elle dit deux choses. La première, c'est que des négociations sur le statut définitif et le règlement définitif de tout le contentieux israélo-palestinien, incluant toutes les questions. Jérusalem, les implantations, les frontières, la création d'un État palestinien, le problème de l'eau et des ressources, etc. Tout ça, tous ces problèmes-là devront faire l'objet d'une négociation entre les deux parties qui commenceront dans 5 ans, après l'instauration d'un accord intérimaire entre les deux parties. Et ça, c'est le deuxième volet de ces fameux accords d'Oslo. C'est quoi cet accord intérimaire? C'est l'idée que, en attendant le déclenchement de cette négociation sur le statut définitif de tous les problèmes en litige, eh bien, on va mettre en place à Gaza et à Jéricho, et petit à petit sur l'ensemble, pas sur l'ensemble, mais une partie de la Cisjordanie, on va mettre en place une autonomie palestinienne. C'est pas une indépendance, c'est pas une souveraineté, c'est une autonomie. Elle exercera ses prérogatives durant 5 ans, donc elle est censée être provisoire. Et à l'issue de ces 5 années, cette négociation définitive que j'ai évoquée tout à l'heure devra commencer. Ces accords-là, donc ça c'est la déclaration de principe de septembre 93 à la Maison Blanche quand Arafat serre la main à Yitzhak Rabin, et on arrive en 1994 à la négociation sur les accords intérimaires. Et effectivement, en 1994, y compris à Paris, on a signé les accords économiques, mais également les accords politiques, y compris d'ailleurs la question de qu'est-ce qui se passe pour des vaccins, etc. Et c'est là qu'on a étudié ça par rapport à ce qui s'est passé ensuite avec le Covid. Il est clair que c'est l'autorité palestinienne qui a en charge la population palestinienne pour tout ce qui concerne la vaccination. Voilà, c'était écrit. Et donc, ces accords de Jéricho mettent en place, définissent toutes les modalités de cette autonomie palestinienne qui commence à fonctionner à Gaza et à Jéricho d'abord, et ensuite ça s'est élargi à d'autres villes, notamment Ramallah, Naplouse, Kalkilia, etc. Bien. Les négociations définitives n'ont pas commencé exactement 5 ans après, mais pas tellement plus tard, puisque au lieu que ce soit en octobre 99, signature d'accord de Jéricho 5 ans après, c'est en juillet 2000 que la négociation a commencé. Et elle s'est déroulée à Camp David, en présence d'Ehud Barak, de Yasser Arafat et de Bill Clinton, et a abouti à l'échec. 3 semaines après, ou 15 jours après, Arafat et Barak revenaient chacun chez eux, ou chacun chez soi plutôt, à Gaza et à Jéricho, et Barak déclarant d'ailleurs à l'issue de ce sommet qu'il n'y a pas de partenaire du côté palestinien. Après, il y a eu cette tentative entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert, mais justement les démêlés judiciaires d'Ehud Olmert, la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de démissionner de son poste de Premier ministre, ont fait que ces négociations n'ont pas pu aboutir à leur terme. Les dernières tentatives de négociation, elles datent de 2014. C'est le fameux plan Kerry. John Kerry, secrétaire d'État américain, décide d'aller jusqu'au bout, d'essayer une énième tentative d'accord. Elles échouent quelques mois plus tard, c'était mai 2014, Kerry jette l'éponge et 1 mois plus tard commence l'opération bordure de protection après l'attentat, après l'enlèvement et l'assassinat de ces 3 jeunes garçons qui se promenaient pas très loin de chez eux, en Judée, en Samarie, et quelques jours après le déclenchement de l'opération bordure de protection. Je rappellerai peut-être également, par rapport on va revenir à nos affaires, après 1993, après cette déclaration de principe signée, le Sultanat d'Oman, le Qatar, le Maroc, la Tunisie ouvrent des bureaux d'intérêt.
ça dure quelques temps et tous ces bureaux-là ferment au moment du déclenchement de l'intifada en 2000. Néanmoins, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc, donc les trois pays concernés, pas le Soudan, mais les trois pays concernés par les accords d'Abraham, continuent, malgré la fermeture des bureaux dont j'ai parlé tout à l'heure, continuent d'avoir des relations tacites avec Israël, des relations discrètes avec Israël, y compris des échanges commerciaux, voire des échanges touristiques, mais tout ça, je dirais, en sourdine, sans en donner une trop grande publicité. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'en 2002, le prince Faisal, d'Arabie Saoudite, on est au plus fort de l'intifada, on est au plus fort d'une opération militaire décidée par Ariel Sharon en 2002, et pour essayer d'essayer de trouver une issue à cette violence qui a de nouveau ressurgi, les Saoudiens prennent une initiative extrêmement importante, il faut le dire, qu'on appelle l'initiative arabe de paix, adoptée par l'ensemble de la Ligue arabe, et qui consiste, et vous allez voir en quoi, maintenant on va parler des accords d'Abraham, en quoi il y a ici rupture, c'est que cette initiative, les pays arabes sentaient bien qu'il fallait donner le change, de donner un appui à d'éventuelles négociations, et décrète que la normalisation avec l'État d'Israël est une chose entendue et arrêtée, donc reconnaissance d'Israël, okay, mais, et le mais est capital bien entendu, conditionné par la signature préalable d'un traité de paix entre Israël et les Palestiniens, c'est-à-dire la résolution du problème palestinien. Donc, en gros, ce que dit l'initiative, si je l'analyse, le côté positif, c'est qu'elle dit la reconnaissance d'Israël pour nous est une donnée tangible, voilà, elle n'est plus exclue, on n'est plus, j'y reviendrai tout à l'heure sur Khartoum, non à la reconnaissance d'Israël, non à la paix avec Israël, non à la négociation avec Israël. Là, on dit clairement oui à la reconnaissance d'Israël, mais, c'est le côté, on va dire, négatif, ça ne peut être que le résultat, la conséquence d'un accord préalable avec les Palestiniens. Et ce qui donne en quelque sorte, et ça c'est très important de comprendre par rapport à ce que je vais dire maintenant des accords d'Abraham, c'est que en fait c'est un veto palestinien. C'est-à-dire que s'il y a accord, ok, il y a reconnaissance d'Israël, mais en gros la Ligue arabe dit voilà tout ce qu'on peut faire. On peut clairement dire et à haute voix que l'État d'Israël fait partie de la région et ne recherche plus sa perte, sa destruction, en tout cas ne soutient plus cette revendication-là palestinienne et des autres, mais pour que ça puisse avoir lieu, pour que ça puisse prendre effet, c'est subordonné, j'insiste sur la notion de subordination, à la création d'un État palestinien, c'est-à-dire un accord avec la résolution du problème des réfugiés, etc. Et il faut bien dire, et là on va passer à l'aspect cette fois-ci politique, il faut bien dire que d'une certaine manière, même si l'initiative arabe de paix n'est pas, comment dirais-je, ni même discutée par les gouvernements israéliens, aucun gouvernement n'a souhaité la discuter, mais on sait que c'est sur la table. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle crée en quelque sorte un paradigme, à savoir que si Israël veut avoir des relations avec l'ensemble du monde arabe, eh bien, elle peut y tendre, mais cela passe par la case départ qui est la négociation avec les Palestiniens. Et je dirais, maintenant on va parler que des accords d'Abraham, après que cette deuxième introduction sur les traités de paix qui ont accompagné, je n'ai pas mentionné l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994, la traité de paix signé. Et d'ailleurs, dans l'initiative de paix, il est bien précisé que la seule exception, c'est la Jordanie et l'Égypte, puisqu'ils ont déjà signé un traité de paix avec Israël, donc ils n'ont pas, eux, maintenant à dire, puisque c'est subordonné à la résolution du problème palestinien, donc on remet en cause, non, on tolère l'exception égyptienne et jordanienne, mais
désormais, tout est subordonné à un accord avec les Palestiniens. Et c'est donc la raison pour laquelle les relations du Maroc, des Émirats arabes unis et du Bahreïn sont des relations tacites parce qu'on ne veut pas violer le voisin saoudien, qui est quand même un partenaire important pour les Émirats et pour le Bahreïn. Donc, on ne veut pas, comment dirais-je, démentir publiquement cet accord. Et donc, c'est pour ça que des conversations ont lieu entre responsables de la sécurité, même des rencontres entre premiers ministres israéliens et des représentants du Bahreïn et du Maroc. Donc, en ce sens, il ne faut pas croire que tout a commencé en 2020 avec la signature. Ce qui se passe avec la signature en 2020, c'est qu'on officialise ces relations qui ont été tacites et on leur donne surtout un aspect majeur de normalisation. Alors, en quoi ces accords sont effectivement une rupture ? Je complète ce que j'ai dit tout à l'heure. Si le paradigme dominant, c'était qu'il n'y aura pas de normalisation des relations avec les pays arabes tant qu'Israël n'a pas résolu au préalable le règlement du conflit israélo-palestinien, les accords d'Abraham viennent apporter un démenti cinglant à ce paradigme. Netanyahou, dans les interviews qu'il a données, en plus on était déjà en période électorale, n'a cessé de souligner, en fustigeant bien sûr la gauche israélienne, en disant voilà, la gauche israélienne a toujours pensé qu'on ne pourrait jamais avancer avec l'ensemble des pays arabes, quelques-uns des pays arabes. Ben voilà, j'ai prouvé que ce paradigme est nul et non avenu. Voilà des accords qui sont signés avec des pays arabes qui, par ce biais-là, démente ce paradigme et ne s'inscrit plus dans cette conditionnalité, dans cette suprématie de la cause palestinienne au détriment de la normalisation. Donc ça, je dirais que c'est le premier point, je dirais, essentiel, avec cette idée que ça ne doit pas s'arrêter à deux pays. C'était le Soudan ensuite, c'est pas un pays arabe, c'est un pays musulman. Puis le Maroc ensuite, et là, effectivement, un accord incontestablement encore plus significatif. Alors, je voudrais évoquer quelques aspects donc on a beaucoup évoqué au moment de la signature pendant les jours qui ont suivi, et c'est l'appellation de traité de paix. On reviendra sur l'accord d'Abraham tout à l'heure, mais la notion de traité de paix est beaucoup, alors on va dire ceux qui étaient critiques de l'accord, alors notamment à gauche ou au centre, enfin ceux qui étaient adversaires de Benjamin Netanyahou, ont récusé cette appellation de traité de paix en disant ceci, en disant il n'y a traité de paix entre deux pays que s'il y a un état de guerre qui précède. Or, il n'y a jamais eu de guerre entre Israël et le Maroc. Il n'y a jamais eu de guerre entre Israël et le Bahreïn. Il n'y a jamais eu de guerre entre les Émirats arabes unis et Israël. Et c'est vrai, de ce point de vue-là, il est vrai qu'il s'agit plus d'accords de normalisation, et il est vrai qu'on ne peut pas mettre sur le même poids, on ne peut pas mettre dans la même balance, même si on le fait aussi pour des raisons de prestige politique, les accords avec l'Égypte, les accords avec la Jordanie, qui là, dans les deux cas, ont mis vraiment fin à une situation de belligérance. Mais, et c'est là où c'est pas parce que ce sont des accords de normalisation qu'il faut regarder ça avec condescendance, on dit oh, c'est pas très important puisqu'on n'était pas en guerre. C'est vrai qu'on n'était pas en guerre avec le Maroc, le Bahreïn, le Soudan ou les Émirats arabes unis, mais ce n'est pas, on ne doit pas faire la fine bouche en quelque sorte. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que les accords avec l'Égypte et les accords avec le traité de paix avec l'Égypte et le traité de paix avec la Jordanie sont précisément des traités de paix, des traités de non-belligérance, c'est-à-dire que s'il y a un problème entre la Jordanie et Israël, ou entre l'Égypte et Israël, on ne va pas mobiliser l'armée pour attaquer, mais on va négocier, on va discuter. Donc, c'est bien, de ce point de vue-là, un traité de fin de belligérance. Mais en revanche, et c'est, je dirais, le point faible dans la conscience en tout cas des Israéliens, c'est que et le traité avec l'Égypte et le traité avec la Jordanie sont tout sauf des accords de normalisation. Voilà. C'est-à-dire que, et très souvent d'ailleurs, depuis, je vous rappelle, c'est 1979 et 1994, quand vous interrogez des Israéliens, quand on interroge même à ce jour des Israéliens, d'accord, oui, ok, on employait la notion de paix froide.
paix froide, c'est-à-dire oui, c'est une paix parce qu'on ne se bat plus. Il n'y a plus un soldat israélien qui a affronté un soldat égyptien ou un soldat jordanien qui a affronté un soldat israélien, mais ce qui devrait être le complément indispensable d'un traité de paix, c'est-à-dire la normalisation. C'est-à-dire, il y a échange de relations diplomatiques, ça oui, il y a des ambassadeurs au Caire, à Amman et à Tel Aviv, mais tout ce qui est échanges commerciaux, tout ce qui, et je ne parle pas simplement dans le secteur étatique, mais dans le secteur privé, tout ce qui est tourisme, qui est quand même un atout indispensable en général. C'est pas simplement un atout, c'est, je dirais, la démonstration que effectivement, voilà, on est désormais non seulement des alliés stratégiques, mais on est dans la réconciliation. Eh bien, tout cela, ça existe, c'est pas interdit. L'accord ne dit pas, mais ça existe à très petite dose, tout simplement parce que des deux côtés, Égypte, Jordanie et Israël, on a intériorisé l'idée que c'était un traité de paix. Et en ce sens, attention, je ne crache absolument pas sur la valeur stratégique de ces deux traités de paix, et surtout d'ailleurs celui avec l'Égypte. Il faut bien comprendre, sans le traité, en ôtant l'Égypte de la coalition des pays arabes contre Israël, on a mis fin au conflit israélo-arabe. Plus aucun État arabe n'a attaqué Israël avec son armée régulière. Ils le voulaient peut-être, ils le souhaitaient peut-être, mais ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que c'était l'Égypte qui portait le poids essentiel. Et la raison d'ailleurs pour laquelle, je vous fais une petite parenthèse, la raison pour laquelle Begin a signé les accords de Camp David, alors qu'il fallait se retirer de tout le Sinaï, c'est qu'on lui a expliqué que clairement, l'Égypte retranchée du conflit, il n'y aura plus de conflit. Et à ce jour, qu'est-ce qu'on a comme conflit? Oui, avec le Hezbollah, mais ce n'est pas l'armée libanaise. La première guerre du Liban et la seconde guerre du Liban en 1982-2006, l'armée libanaise, elle ne bouge pas. Elle ne riposte pas à l'avancée israélienne. C'est contre le Hezbollah, c'est contre le Fatah, c'est contre le Hamas, c'est contre le djihad islamique. La seule exception, si vraiment on veut être très formel et très précis, c'est la guerre du Golfe où Saddam Hussein attaque Israël avec les missiles Scud. Mais ce n'était pas une guerre conventionnelle. Israël n'a pas d'ailleurs riposté, comme vous le savez. En ce sens, oui, l'accord avec l'Égypte, même si c'est une paix froide, même s'il n'y a pas de tourisme, même s'il n'y a pas d'échange économique majeur, même s'il n'y a pas de normalisation, reste essentiel dans la doctrine de sécurité israélienne. Regardez, depuis 1978, tout ce qui s'est passé. La première et la deuxième guerre du Liban, la première et la seconde intifada, les opérations successives. L'Égypte n'a pas remis en cause cet accord. Donc, en ce sens, il a bien joué sa fonction, mais il lui manquait, comme avec la Jordanie, ce qui pour les Israéliens est, je dirais, la substance même, au-delà des considérations stratégiques et militaires, la démarcation des frontières, pas d'armée égyptienne dans le Sinaï, démilitarisation, etc. Ça, c'est très important au niveau stratégique, et c'est ça qui garantit la sécurité d'Israël. Mais pour les Israéliens, et je dirais pas moyens, des élites au peuple, un traité de paix, c'est qu'ensuite, on peut aller de part et d'autre, et ça n'a pas lieu. Et donc, à cet égard, même si les accords d'Abraham ne méritent pas le nom de traité de paix parce qu'il n'y avait pas belligérance, mais en revanche, ils ont ce second volet qui devient le premier et qui parle aux Israéliens. Et la preuve en est qu'en l'espace d'un an et demi, plus de 300 000 Israéliens, vous avez bien entendu, plus de 300 000 Israéliens se sont rendus à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Okay, et depuis décembre 2020, 125 000 Israéliens se sont rendus au Maroc. Et je rappelle qu'on parle de la période de Covid, de confinement, etc. Vous allez voir là cet été, c'était une des destinations principales des Israéliens, c'était d'aller au Maroc. Parce que pour eux, je dirais que plus qu'un traité de paix, même si bien entendu au niveau diplomatique international, c'est ça qui compte, ce qui compte concrètement, c'est les échanges. Et là, il y a un ensemble de coopérations, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, coopération universitaire avec le Bahreïn, avec les Émirats, avec le Maroc, qui ont déjà commencé, qui sont déjà signés. Le Ternion a déjà signé un accord, Tel Aviv a signé un accord, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique. Parce que finalement, au-delà de l'aspect stratégique, c'est ça qui compte. Et donc, quand je dis, entendez bien mon propos, vous comprenez bien mon propos, certes,
Quand on a dit ce ne sont pas des accords de paix, ce sont des accords de normalisation, bien entendu qu'on a dit ça dans une volonté de dévaloriser, de démonétiser cet accord, mais attention, je trouve que l'accord de normalisation, c'est capital, parce que ces pays-là, alors attention, le Maroc n'a jamais financé le terrorisme palestinien, les Émirats arabes non plus, ça c'est le Qatar, etc., mais qu'on le veuille ou non, depuis qu'ils existent, ils sont nés après, le Maroc dans les années 50, Bahreïn dans les années 70, au moment de leur indépendance, ils souscrivent au principe de la Ligue arabe qu'on n'a pas de relation avec Israël. Et donc, ces accords de normalisation, même si on dit aussi, encore une fois, pour dévaloriser, oui, mais il y avait des accords avant, comme je l'ai expliqué, c'est vrai, il y avait des relations avec le Bahreïn, le Maroc, oui, mais c'était à petite échelle. Il y avait pas là, il y a une liaison aérienne, on ne peut pas dire qu'avant, il y avait une liaison aérienne entre Tel Aviv et Casablanca. Donc, il faut quand même bien montrer qu'il se passe des choses, et des choses significatives et des choses importantes. Et l'accord de normalisation n'est pas péjoratif, même si, encore une fois, ça correspond exactement à ce que sont ces accords. Il faut bien comprendre, on a dit traité de paix pour justement surévaluer la portée de ces accords, mais je dois dire, et je le dis par l'honnêteté qui m'inspire toujours quand je fais mon travail, il y a en relations internationales, des traités de reconnaissance mutuelle, d'amitié, de relations, etc., qui portent aussi le nom de traité de paix. Je peux vous citer par exemple le traité entre l'Inde et l'Union soviétique en 1971, s'appelle traité de paix. Il y avait une guerre entre l'Inde et l'Union soviétique? Non, mais ça s'appelle traité de paix parce qu'on veut donner, encore une fois, une signification plus générale, plus pacifique et pacifiée. Même chose, Chili et Argentine. Ils signent un accord en 1984. Il n'y avait pas de guerre entre le Chili et l'Argentine, et pourtant ça s'appelle Treaty of Peace, Peace Treaty. Voilà. Et dans le droit international, d'ailleurs, je peux le dire tout de suite, qu'importe, c'est très clair là-dessus, la dénomination n'a aucune importance. Ça reste des accords qui obligent les deux parties. Ça s'appelle traité, convention, tous les noms que tu as donnés. Du point de vue du droit international, il n'y a pas de hiérarchie qui est faite. C'est la hiérarchie analytique que nous faisons en tant qu'experts, en tant que spécialistes. On dit, voilà ce que c'est qu'un traité de paix, voilà ce que c'est qu'une convention. C'est notre travail de donner à ces concepts-là une signification opérationnelle précise. Mais il faut bien comprendre que, en ce sens, et ça, il faut le dire encore une fois par honnêteté, Israël et le Bahreïn et les Émirats arabes unis n'ont rien inventé. Il y a des précédents où des traités qui ne sont pas foncièrement des traités de paix sont quand même appelés ainsi, encore une fois, pour donner une sorte de solennité à ces accords. J'ajouterai encore un dernier aspect avant de passer au texte, et je vais me dire dont je dispose encore, puisque ce sera la deuxième partie en quelque sorte, c'est l'importance du rôle des États-Unis. Les États-Unis sont, depuis 1973, la puissance qui s'est imposée comme médiatrice du règlement du conflit israélo-arabe et israélo-palestinien. Elle était présente en 1978 avec Jimmy Carter dans la négociation entre Begin et Sadat. Elle était présente aux accords d'Oslo, même s'ils n'ont pas donné lieu, le fameux sommet de Camp David avec Bill Clinton. Madrid, la conférence de Madrid que j'évoquais, même si les soviétiques étaient présents, mais en gros, c'était plutôt secondaire. Et donc, à cet égard, les Américains sont toujours présents. Et c'est pour ça qu'ils participent à la négociation ou qu'ils participent à la cérémonie. Ça s'est fait à Washington à 2 reprises pour bien marquer le rôle important des États-Unis. Je voudrais ajouter un deuxième aspect qui est très important, c'est que cette présence des États-Unis, c'est pas simplement pour dire voilà, on était là et on a fait du boulot et on a donc, quand on dit on est les médiateurs et on veut être les seuls médiateurs, ni les Russes, ni l'Europe d'ailleurs, nous seuls nous devons gérer ce problème-là. Il faut bien comprendre que les États-Unis apportent leur contribution significative à l'établissement de ces traités de manière générale. Et c'est le terme américain qu'on emploie, c'est expand the pie, c'est élargir le gâteau. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours un aspect, au-delà de l'aspect bilatéral israélo-marocain, israélo-émirat, israélo-bahreïn, il y a toujours un aspect bilatéral américano-marocain,
américano-émirats, américano-Bahreïn. C'est-à-dire que à chaque fois, les États-Unis disent, allez, vous signez ces accords et nous sommes là pour apporter quelque chose de plus qui va vous engager un peu plus dans ces accords. En l'occurrence, pour le Bahreïn, il n'y a pas eu de contrepartie américaine substantielle, mais en revanche, pour les Émirats arabes unis, c'était la fourniture de 50 avions F-35 et de 18 drones hyper performants. Ça a été beaucoup discuté en Israël. Est-ce qu'on ne met pas au nom de ce traité de normalisation, est-ce qu'on ne met pas en cause la supériorité israélienne? Bon, ça a été beaucoup discuté. Mais là où la contribution américaine a été décisive, et je crois pouvoir dire en toute honnêteté que sans cet apport-là, ces accords n'auraient pas été signés au mois de décembre, c'est que les Américains ont consenti à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce qui est pour le Maroc leur intérêt primordial dans l'affaire. Et donc ça, il faut toujours en tenir compte. Attention, ça ne joue pas seulement en faveur des pays arabes qui signent avec Israël. Je rappellerai qu'en 1975, c'était donc avant la venue de Sadat, après la guerre du Kippour, Kissinger a souhaité qu'il y ait un accord de désengagement israélo-égyptien, à savoir qu'Israël se retire de la rive orientale du canal de Suez. Et effectivement, la guerre s'est terminée en octobre 1973, et bien en 1975, donc c'était un peu plus d'un an et demi après, Israël s'est retiré de la bande d'une vingtaine de kilomètres, Israël s'est retiré, et en contrepartie de cet accord, de ce premier accord israélo-égyptien, les États-Unis ont signé avec Israël un mémorandum concernant la non-reconnaissance par les États-Unis des Palestiniens, et c'est pour ça que ça s'est fait en 1988, puisqu'ils étaient tenus par cet accord de 1975, et de ne pas surprendre Israël par une initiative diplomatique sans qu'elle en soit, informée à l'avance. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est un accord qui n'a pas, c'est pas le traité de paix de 1978, c'était le retrait d'Israël de la rive orientale, la rive est du canal de Suez, mais en échange, Israël a obtenu ce qui était beaucoup plus essentiel, c'est-à-dire, vous ne nous surprenez pas, vous ne décidez pas un jour que la cause palestinienne, ça nous... Non, non, tout ce que vous faites concernant notre avenir, notre sécurité, notre souveraineté, on le fait dans un partenariat qui a fait ses preuves, relativement en tout cas. Et ça a été, voilà, les Américains ont donné cela à Israël pour que cet accord américano-égyptien puisse, ce retrait israélien du canal de Suez puisse avoir lieu. Alors, maintenant, venons-en au texte parce que c'est là où, je dirais, on peut apprendre quelque chose sur ces accords d'Abraham. Est-ce que c'est un simple accord politique ou il y a quelque chose de plus significatif? Voilà, alors, merci. Comme je n'ai pas de monde, donc il faudra me dire quand c'est les 20 minutes, mais j'en tiens compte. Je traduirai, je ne vais pas vous lire l'original anglais, je traduis directement. Prenons la déclaration, donc, dite des accords d'Abraham du 15 septembre 2020. Et le deuxième paragraphe dit ceci: nous encourageons les efforts pour promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux pour faire progresser une culture de paix parmi les trois religions abrahamiques et pour l'humanité tout entière. Alors, on peut dire que c'est une déclaration solennelle, c'est une déclaration qui n'a pas, elle n'a pas à être plus précise, mais elle montre quelque chose qui me paraît être ici capital. Je vais citer d'autres paragraphes et je vous donnerai l'essentiel de l'interprétation que je donne à cela. Quatrième paragraphe, nous rechercherons la tolérance et le respect pour chaque personne afin de faire de ce monde une place, un lieu où tous puissent jouir une vie dans la dignité, l'espoir, quelle que soit la race, la foi ou le groupe ethnique. Vous voyez, une déclaration générale, je dirais presque onusienne, presque inspirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et même, voilà, je cite un autre petit paragraphe, nous rechercherons, donc par cet accord d'Abraham, à mettre fin à la radicalisation et au conflit afin de fournir à tous les enfants un meilleur futur. Voilà, et il y a comme ça
plusieurs références. J'en citerai le dernier et je passe à l'interprétation, celui entre les Émirats arabes unis et Israël, toujours du 15 septembre, signé, comme je vous l'ai dit, le même jour. Écoutez bien, parce que là, il y a quelque chose qui est capital et qui justifie que ça s'appelle l'accord d'Abraham et que ce n'est pas, comme tu l'exposais, Gérard, tout à l'heure, voilà, un effet d'annonce tiré d'une agence de communication. Voilà ce qu'il écrit, je traduis bien sûr directement. Nous reconnaissons, et le mot reconnaissance est un mot capital, en tout cas pour la psyché israélienne, pour l'éthos israélien, qui souffre de ne pas être reconnu dans sa légitimité. Je reprends. Nous reconnaissons que les peuples juifs et arabes sont descendants d'un ancêtre commun, Abraham, et inspirés par son esprit pour créer, pour fabriquer au Moyen-Orient une réalité dans laquelle les musulmans, les juifs, les chrétiens et les peuples de toutes les confessions, de toutes les congrégations, de toutes les croyances et de toutes les nationalités puissent vivre et dans une recherche de l'esprit, dans la recherche de l'esprit de la coexistence, de la compréhension mutuelle et du respect mutuel. Et là, je dirais que même si on pourrait bien sûr regarder ça avec ironie en disant ce sont des mots, de belles déclarations solennelles, etc., ça ne l'est pas, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, ne l'oublions pas, le conflit israélo-arabe, et même israélo-palestinien, n'est pas un conflit sur l'adjonction de tel ou tel territoire à tel ou tel État. C'est bien sûr un aspect important, je ne le néglige pas, je ne dis pas le conflit ne porte pas sur le territoire, bien sûr qu'il porte sur le territoire, mais foncièrement, si on revient à la racine du conflit, c'est un conflit qui porte sur le sentiment, plus que le sentiment, la conviction que chacune des deux parties tient un droit exclusif sur le territoire. Les uns disant que c'est la Palestine, les autres disant que c'est Israël. Et ce qui a accompagné cette conviction-là, qui anime le conflit, il n'y a pas je dirais ça autrement, à partir du moment où les deux nations reconnaîtront que sur cette terre, il n'y a pas le droit exclusif d'un peuple sur cette terre, mais des droits à partager en commun, qui sont des droits réciproques, le conflit, je ne dis pas qu'il sera facile à résoudre, mais on aura ôté l'obstacle majeur à la résolution du conflit, puisqu'il porte encore une fois sur la conviction que sur cette terre, un seul peuple a un droit exclusif et pas l'autre. Et ça s'est accompagné de quoi? Pour justifier cette position du droit exclusif. Du côté arabe, ça s'est explicité par l'idée très simple que les Juifs ne sont pas une nation. Que les Juifs ne sont pas une nation. Ils sont une religion. Or, comme le système international ne légitime pas le droit à une religion, à une confession de créer un État, mais seulement à des nations, eh bien, en décrétant que les Juifs sont une religion et pas une nation, eh bien, ils ont en quelque sorte justifié pourquoi leur non-reconnaissance d'Israël, leur volonté d'éradiquer Israël. Et je dirais, même par la suite, et c'est là où pour moi ces accords et ces phrases-là que je viens de vous lire ont une portée essentielle, c'est qu'il faut bien reconnaître que depuis, on va dire, Khomeini, depuis l'islam radical, sous toutes ses formes, chiites, sunnites, Hezbollah, djihad islamique, etc., le conflit national entre Palestiniens et Israéliens, entre Égyptiens, Jordaniens et Israéliens, s'est doublé d'un conflit religieux. C'est-à-dire, ce n'est plus au nom du fait que vous n'êtes pas une nation, c'est au nom du fait que l'islam a un projet, lequel projet politique ne fait pas de place à Israël. Et on avait tendance, à tort ou à raison, à considérer que les religions sont l'ingrédient qui, je dirais, nourrit le conflit et lui apporte cette dimension d'un fanatisme religieux. Et il faut bien dire que quand on voit les attentats islamiques, etc., on était relativement... c'est difficile de prétendre le contraire.
Et on se posait d'ailleurs souvent la question, et même encore aujourd'hui, mais finalement, ce conflit n'est-il pas d'un conflit national, en laissant entendre, entre parenthèses, qu'un conflit national, ça peut se résoudre. Il y a des intérêts, les nations ont des intérêts, on peut les résoudre. Alors que si ça devient un conflit religieux, là, c'est l'affrontement de deux absolus, et quand deux absolus s'affrontent, il n'y a pas de place que pour la disparition de l'un ou de l'autre. Et je dirais que depuis 40 ans au moins, toutes les personnes de bonne volonté sur le plan religieux étaient en quelque sorte marginalisées, malgré leur bonne volonté, étaient marginalisées parce que ce qui prévalait, je dirais, dans les faits, c'est que c'est au nom de l'islam, c'est au nom du grand Israël, du messianisme, etc., que finalement la paix n'avance pas. Voilà. Et on laissait même presque entendre que, pour aller vite, mais des personnes non croyantes, aller agnostiques, et le conflit trouvera certainement plus facilement sa solution, alors que si on met des rabbins, des imams, etc., et au nom de la religion, on va à la guerre de Gog et Magog. Et je pense que, pour moi, l'important de ces paragraphes, c'est que, pour la première fois, et là, ce n'est pas une déclaration commune entre, et sans être ironique, je le dis de manière la plus grave possible, 3 rabbins et 3 imams qui signent une déclaration commune. Là, on a, comment dirais-je, une déclaration qui est faite par des États, dont le Maroc également, qui comprennent que pour enrayer cette vague islamiste, entre autres moyens, il est important de montrer que le dialogue interreligieux, que la coopération entre des hommes de foi peut être un élément édificateur. Donc là, il y a quelque chose, je dirais, de quasi-révolutionnaire, c'est que pour la première fois, c'est au nom de l'appartenance à l'islam, au judaïsme et à toutes les religions monothéistes qu'on dit nous avons le devoir d'établir une compréhension mutuelle. Et encore une fois, je n'ai pas dit que l'islamisme va reculer aussitôt parce qu'il y a cette déclaration, mais il était important, il me paraît révolutionnaire que sur un terrain où c'était les plus radicaux et les plus fanatiques qui l'emportent, eh bien, on affirme un message commun qui est celui de la paternité commune. Pourquoi? Parce que si je reprends, les peuples juifs et arabes sont descendants d'un ancêtre commun, qu'est-ce que vous avez dans cette phrase-là? Vous avez la reconnaissance de la légitimité du peuple juif, de la nation juive et du judaïsme, et de son lien avec la terre d'Israël. Et ça me paraît être capital, que ce n'est plus un colonialisme étranger, une invasion européenne, un cancer au milieu. Je vous rappelle toutes les métaphores qui ont été employées depuis 70 ans. Non, on est là, on reconnaît le visage et le lien commun, c'est le lien commun qui unit la nation arabe et la nation juive. Nous sommes descendants de l'ancêtre commun, c'est-à-dire ça nous oblige. Et en ce sens-là, il y a quelque chose qui est, comment dirais-je, un premier pas qui pourrait bien être celui par lequel cette légitimité jusque-là déniée peut être aujourd'hui envisagée par la nation arabe dans son intégralité et par les musulmans en particulier. J'ajouterais également que il est également précisé dans d'autres clauses que pour la lutte contre la radicalisation, il faut éradiquer le terrorisme et mettre des moyens en commun, stratégiques, militaires, etc. Donc il y a là aussi, je dirais, la mise en place d'une première alliance militaire. Alors, je n'ai pas parlé de l'Iran jusqu'à présent, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, ou dans les questions, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a aussi cet impact-là, c'est-à-dire une menace iranienne sur les régimes sunnites, et notamment sur les régimes voisins, qui a créé, je dirais, le facteur négatif nécessaire. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que ces accords ne reposent que sur cette alliance, que sur cette alliance, comment dirais-je, par défaut. Voilà. Ce n'est pas une alliance par défaut, c'est comment dirais-je, la mise en place de quelque chose qui serait de l'ordre d'une civilisation à créer.
Et j'ajouterais peut-être, et là j'apporte peut-être le dernier aspect, parce que je vais bientôt arriver au terme des 20 minutes, la question palestinienne. Alors, c'est vrai que dans l'esprit de Benjamin Netanyahou, ces accords de normalisation valaient pour lui avant tout parce qu'elles mettaient en cause ce paradigme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas de reconnaissance réciproque avec un État arabe qui ne serait pas subordonné à la résolution du problème palestinien. Et là, je pense, alors deux choses. D'abord, c'est que le Maroc, par exemple, dans la déclaration commune du 22 décembre 2020, eh bien, stipule que la question palestinienne reste entière. Je vous cite très rapidement le texte. Nous réitérons la position inchangée, constante et cohérente du Royaume du Maroc sur la question palestinienne et sur l'importance de préserver le statut spécial de la cité sacrée de Jérusalem pour les trois religions monothéistes. Voilà. Donc la question ne disparaît pas. J'ajouterais également, et ça c'est capital, parce que les Émirats arabes unis, le Bahreïn, pas de communauté juive, ou alors peut-être de 10, 50 juifs, mais pas plus, dans l'accord avec le Maroc, il est stipulé que Sa Majesté le roi a toujours maintenu avec la communauté juive marocaine qui vit au Maroc et à travers le monde, inclus Israël, un rapport privilégié. Et ça, cette idée que, alors pour les Juifs du Maroc, on le savait, ça c'était inscrit dans la Constitution, mais de dire que même les Juifs du Maroc qui vivent en Israël, le roi du Maroc a une relation spéciale, ça, je trouve également ça capital, puisque c'est l'idée que, voilà, c'est pas des frères égarés, c'est pas des frères perdus, c'est pas des frères déserteurs ou des frères qui ont trahi sous prétexte qu'ils sont allés en Israël. Alors, à partir de là, quelle perspective? Eh bien, moi, je dirais, et je voudrais peut-être bientôt conclure là-dessus, je dirais que pour moi, il me semble que l'importance, côté israélien, de ces accords d'Abraham, justement parce que ce sont des accords de normalisation et pas un traité de paix de plus, voilà. Parce qu'il y a ce volet essentiel de la normalisation, il me semble que, et si j'en juge donc aux 350 000 Israéliens qui se sont rendus aux Émirats arabes unis, au Bahreïn et au Maroc, je crois que ce qui va être capital, l'enjeu essentiel pour les Israéliens, eh bien, c'est de sortir de ce qui est toujours un obstacle à la paix, de ce qui est, je dirais, un facteur qui nourrit le conflit, et c'est ce que l'on appelle la déshumanisation de l'adversaire. C'est-à-dire qu'un conflit se perpétue et engendre inévitablement le sentiment que l'adversaire, l'ennemi, c'est un bloc. C'est un bloc qui pense la même chose, réagit de la même manière, sont tous, comment dirais-je, soumis à la même idéologie. Et c'est la même chose pour les Israéliens tels qu'ils sont perçus, ou les Juifs tels qu'ils sont perçus par le monde arabe. Dans le cadre d'un conflit, eh bien, on les voit tous comme des fanatiques, comme des nationalistes, assoiffés de sang, assoiffés de violence, etc., etc. Ce que permet, ce qu'autorise, et ce que n'a pas pu faire l'accord avec l'Égypte, avec la Jordanie. Certes, on va en Jordanie. Moi, je suis allé à Petra, on y reste 2-3 jours, on voit bien qu'on n'est pas complètement à l'aise. Je veux dire, on ne ferait pas particulièrement, de ce point de vue-là, on ne circule pas librement en Jordanie comme on le souhaiterait. C'est pas qu'on est escorté, il n'y a pas d'escorte militaire, quoi que ce soit, mais le sentiment, en tout cas, n'est pas d'une normalisation. Ce que peut ouvrir ces accords-là, précisément parce que ce sont des accords de normalisation, eh bien, c'est l'enclenchement d'un processus à l'issue duquel cette déshumanisation n'aurait plus lieu d'être. C'est-à-dire que à Abu Dhabi, et surtout au Maroc, on va voir des Israéliens, on va leur parler en hébreu, parce que là, vous savez, ça marche à tous les coups. Aller en Turquie, aller en Inde, aller en Grèce, et je vous cite ces 3 pays parce que ce sont les 3 destinations principales des Israéliens, et vous allez avoir un serveur qui parle l'hébreu, qui connaît le fonctionnement de la société israélienne. Alors toi, t'es quoi? T'es un séfarade, t'es un ashkénaze, etc. Voilà.
et qui donne donc un sentiment de familiarité. Eh bien, c'est ce qui va se passer aujourd'hui au Maroc, à Abu Dhabi. On a vu des stands, il y avait une exposition universelle, etc. Ben, il y avait des stands israéliens avec des drapeaux des deux pays, etc. Alors, ça commence pour des raisons, on va dire, commerciales, des raisons, voilà, on va mettre un petit drapeau Israël, on va mettre un mot en hébreu dans le restaurant pour que le... Mais c'est ça qui va créer le sentiment, la conviction que les Arabes ne sont pas d'un même tenant et d'un même bloc concernant la question d'Israël. Il y en a pour qui ça reste encore l'ennemi juré, mais il y en a d'autres qui vont considérer que, ben voilà, c'est des Israéliens, et être israélien et être juif n'est plus un mot grossier. Et on le voit notamment par, mais l'étendue, et je l'ai fait en vue de cette intervention, le nombre incroyable d'accords de coopération culturelle. Des troupes de danse, des troupes de théâtre, des Israéliennes qui parlent arabe, des Arabes israéliens ou des Arabes israéliennes qui vont au Maroc, c'est-à-dire des ulpans d'enseignement de l'hébreu qui s'ouvrent au Maroc. C'est-à-dire qu'il y a des coopérations scientifiques, j'ai parlé tout à l'heure, des coopérations universitaires, dans les relations interreligieuses, c'est-à-dire pas simplement sur coopération scientifique, etc., mais également concernant. J'organise jeudi un colloque, comment dirais-je, par Zoom, avec sur le renouveau religieux au XXIe siècle, une docteure, une spécialiste d'architecture musulmane et qui va nous parler du renouveau architectural des mosquées dans le monde arabe au XXIe siècle. Et nous, de notre côté, on va faire sur le renouveau religieux juif en Israël les différentes figures présentes. Voilà une coopération qu'on a mis en place. Alors, il n'y a pas encore, on ne l'a pas fait sous forme parce que c'est plus facile à réaliser quand c'est par Zoom, mais voilà le début. Et ça se multiplie. On a mis des affiches, on a mis des annonces, participation du Bahreïn, d'un chercheur, d'une chercheuse en l'occurrence, du Bahreïn pour parler donc de ce renouveau dans l'architecture musulmane, etc. Voilà des choses qui vont avoir, alors pas demain, pas dans 15 jours, pas dans 3 semaines, mais 1 an, 3 ans, 5 ans, ça devrait avoir une retombée psychologique et essentielle, pour moi même irréversible, tant du côté des Israéliens, qui vont dire, bon, ben, finalement, ce monde arabe qu'on a, comment dirais-je, qu'on a vu comme une menace et exclusivement sous l'angle de la menace, il reste encore une part qui reste de la menace, mais on va apprendre aussi à voir que pour d'autres, ce n'est pas une menace, mais des alliés, des amis. On a reçu, il y a peu de temps, à l'université, des étudiants marocains qui vont apprendre études bibliques, coraniques, etc. Donc voilà, des échanges vont avoir lieu et ils seront les meilleurs ambassadeurs parce que même s'ils porteront nécessairement sur la réalité israélienne un regard qui sera à la fois élogieux et critique, ça me paraît pas bien, mais ça me paraît bien, mais je dirais, et ça me paraît capital, un regard humain. Comme on porte un regard sur n'importe quelle société en disant ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est super, ça c'est pas super, à Paris c'est le rythme tous les jours, à Troyes c'est super, c'est serein. Voilà, je veux dire, à apprendre à mettre des mots authentiques et pas biaisés par une idéologie préalable et des préjugés. Et ça me paraît être quelque chose d'essentiel. Est-ce que le rôle du Maroc ou le Bahreïn, qui lui aussi parle du problème palestinien, fait que peut-être que quand bien même initialement ça a été fait pour surmonter la question palestinienne, il n'est pas exclu que demain, c'est en se fiant et en se fondant sur les accords d'Abraham que le dossier palestinien pourra être rouvert. Je ne sais pas encore comment, ni pourquoi, ni dans quelles circonstances, mais je veux dire que pour moi, ça ne me paraît absolument pas, j'entends l'objection, j'entends bien que les Palestiniens ont été en quelque sorte marginalisés par ces accords, je ne peux pas nier le contraire, mais ce n'est pas parce que l'intention était celle-là que forcément l'effet, voire effet pervers, ce ne sera pas finalement de dire mais le problème palestinien finalement c'est peut-être un problème local puisqu'on s'entend bien avec le Maroc. Et moi je suis convaincu
que la normalisation, et là, de ce point de vue-là, je pense qu'un tournant a eu lieu, c'est que ce n'est pas la résolution du problème palestinien qui doit être un préalable, mais elle doit précisément être la conséquence d'une normalisation accrue. Pas d'une normalisation totale, ça peut être une normalisation sucrée-salée, si je puis dire, mais qui fasse en sorte que les Israéliens se disent bon, ben voilà, ils nous demandent quelque chose de plausible, ils nous demandent quelque chose qu'on peut entendre, eh bien, allons-y. Voilà, je termine là-dessus. Merci de votre attention et je serai ravi d'entendre votre